Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 2 février. Le jour d'après tourne à la riposte violente des partisans du président Moubarak au Caire qui sont allés jusqu'à charger et jeter des pierres. Les États-Unis appellent toutes les parties à éviter la violence alors qu'un mort, un militaire et des centaines de blessés sont à déplorer ce soir. En France, Michèle Alliot-Marie se débat dans une nouvelle polémique tunisienne autour de ses vacances de Noël. Elle exclut toute démission que lui réclament plusieurs voix au Parti socialiste. 400 pensées plantées dans le jardin du Luxembourg pour les 2 journalistes de France 3 otages en Afghanistan en ce 400e jour de détention pour Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière. Notez également au programme du 19 h ce soir, parmi nos invités, Gilles Finkelstein, auteur de La dictature de l'urgence et conseiller de Dominique Strauss-Kahn. Et puis un débat autour des revendications de plus en plus pressantes des policiers et des gardes mobiles après les CRS. Changement total de climat aujourd'hui au Caire, au lendemain de la pacifique marche du million. Les partisans et les hommes de main du président Moubarak ont envahi la place Tahrir qui s'est transformée au fil des heures en champ de bataille entre les deux camps. L'armée a multiplié les tirs de semonce et ce soir, des centaines de blessés donc sont à déplorer ainsi qu'un mort parmi les militaires. Aurélien Romano. Le sang a coulé en plein centre du Caire. À l'heure où nous parlons, des affrontements violents opposent les pros aux anti-Moubarak, à proximité du musée du Caire. La journée avait commencé comme les autres. Les manifestants se sont regroupés place Tahrir, autour de ceux qui ont campé toute la nuit. Des slogans, des prières. Puis les pro-Moubarak sont arrivés. Réunis à quelques mètres de là, ils ont reçu en renfort des cavaliers qui ont chargé en chameau. La police s'est interposée en arrosant la place de gaz lacrymogène. Des milliers de pro-Moubarak ont afflué, la place se vidant petit à petit. Des affrontements violents ont eu lieu dans les rues adjacentes. Certains lancent des pierres du haut des toits. L'armée a procédé à des tirs de semonce, mais elle est restée confinée dans sa neutralité. À la nuit tombée, le centre-ville est à feu et à sang. Les combats de rue se font à coups de pierre, parfois à l'arme blanche et au cocktail Molotov. Dans les hôpitaux, les blessés affluent, il serait plus de 500. Dans la précipitation, les premiers soins sont prodigués à même le sol. En dépit des événements, Hosni Moubarak n'entend pas précipiter son départ. Les appels de l'étranger n'ont pourtant pas manqué. Barack Obama appelle à un changement maintenant. La France, elle, préfère le terme sans tarder. Les frères musulmans, principale force d'opposition, refusent catégoriquement que le président égyptien reste en poste jusqu'en septembre. Et tout à l'heure sur notre antenne, Jack Lang a réagi à ces violences orchestrées par le clan Moubarak. On écoute. J'espère qu'une solidarité internationale très forte va s'organiser à côte poupe en soutien du peuple égyptien et que beaucoup vont s'ériger contre ces actes de terrorisme. Alors, d'un côté, on nous dit les frères musulmans, s'ils reviennent, etc. Mais les actes commis par le pouvoir sont des actes de terreur. Les États-Unis appellent toutes les parties à éviter la violence. En France, notons-le, Nicolas Sarkozy s'est déclaré comme Barack Obama favorable ce matin à une transition et cela sans tarder. Nous sommes avec Denis Beauchard. Bonsoir. Vous êtes un grand spécialiste du monde arabe. Vous êtes à l'IFRAI maintenant. Vous avez été ambassadeur de France notamment. Comment est-ce que vous réagissez à cette contre-offensive plus que musclée des pro-Moubarak? On a vu ces hommes de main, ces nervis envoyés contre la foule. Il me semble qu'elle est la conséquence logique de la décision du président Moubarak de rester jusqu'à la fin de son mandat. Moi, je pense que déjà depuis une semaine, on sentait venir, je dirais, le scénario. La nomination du général Ahmad Suleiman comme vice-président de la République signifiait qu'il y aura continuité, il n'y aura pas de désordre, mais l'armée entend rester au pouvoir, entend conserver le pouvoir.
Mais sous-entendu, le président Moubarak ne se représentera pas, et en tout cas son fils certainement pas. D'accord. Voilà. Mais est-ce que nous connaissons là les prémices, je ne sais pas, d'une guerre civile? Que représentent véritablement les partisans du président honnis par le peuple? Je pense que le président doit avoir tout de même quelques soutiens dans la population égyptienne. En tout cas, il a un parti, le Parti national-démocrate, le PND, qui a des ramifications sur tout le pays et qui est très capable de mobiliser sans doute des partisans. Même si cette mobilisation se fait sans doute avec un soutien du pouvoir et en quelque sorte une facilitation de la part du pouvoir. Est-ce que le pari que fait Hosni Moubarak aujourd'hui est celui du chaos pour se maintenir au pouvoir? Je ne suis pas à la place naturellement du président Moubarak, mais je pense que par-delà le président Moubarak, l'armée entend conserver le pouvoir et l'armée a du mal à accepter que le président Moubarak, émanation de l'armée, puisse comme ça quitter du jour au lendemain. Et donc un scénario à la Ben Ali ne me paraît pas effectivement ce qui était voulu au niveau du pouvoir en Égypte. C'est-à-dire que vous détrompez tous ceux qui évoquent une révolution égyptienne, sachant qu'effectivement, avec la place centrale qu'occupe l'armée dans ce pays, il n'y aura pas de changement de régime. C'est ça. Mais d'ailleurs, les manifestants visaient Moubarak personnellement, et non pas le système, et non pas le régime. Et en tout cas, pas l'armée. L'armée, au contraire, a une image plutôt propre, d'intégrité, peut-être un peu surfaite d'ailleurs. Mais telle est l'image qu'elle donne. Et en tout cas, l'armée en Égypte tient non seulement les leviers de commande politique, mais également administratifs. Beaucoup de gouverneurs, la plupart des gouverneurs sont des anciens militaires, mais également dans le domaine économique, dans toutes les sociétés d'État et même dans un certain nombre de sociétés privatisées. Alors, je le disais, tous les chefs d'État et de gouvernements occidentaux réclament une transition la plus rapide possible. C'est le mot utilisé notamment par Nicolas Sarkozy. Cette transition, on ne la voit pas du tout. On ne la voit pas en ce moment. Je crois que les expériences récentes au Moyen-Orient montrent que même les États-Unis, sans parler de l'Europe, ont une capacité d'influence parfois limitée, y compris avec leurs plus proches alliés, par exemple avec Israël. Est-ce que l'inquiétude véritablement a pris le dessus ce soir sur l'espoir qui s'est manifesté dans la rue hier? Je pense effectivement, les scènes que nous voyons laissent la place à l'inquiétude, mais peut-être effectivement que ce qui va se développer maintenant, c'est l'armée arrivant comme arbitre et s'essayant de séparer les combattants. À suivre peut-être dans les heures qui viennent, puisque évidemment ces affrontements se poursuivent à l'heure où nous parlons. Merci beaucoup Denis Bochart. Notez que la ministre des Affaires étrangères a à nouveau été rattrapée aujourd'hui par le dossier tunisien. Michel Alliot-Marie a d'ailleurs dû s'expliquer à 2 reprises aujourd'hui sur ses vacances de Noël en Tunisie, et notamment le transfert en avion offert par un homme d'affaires de ses amis, et des voix s'élèvent au Parti socialiste pour réclamer sa démission, pas celle de Jack Lang que nous avions tout à l'heure sur ce plateau, Pierre Bonde-Joseph. 2 minutes, pas plus. Bernard Accoyer n'a pas laissé plus à Michel Alliot-Marie pour s'expliquer sur son séjour en Tunisie et le jet privé d'un proche de Ben Ali dont elle aurait bénéficié pour s'y rendre. Je veux simplement dire une chose, c'est qu'arrivant après Noël à Tunis, un ami qui allait à Tabarka, lieu final de destination avec son avion, m'a effectivement proposé de voyager avec lui, puisqu'il avait des places, plutôt que de faire les 2 heures de voiture. Il n'a à aucun moment mis son avion à ma disposition. Si la ministre reconnaît avoir eu recours à un vol privé, elle affirme en revanche avoir réglé elle-même les nuitées d'hôtel. Le président Sarkozy appréciera. En juin dernier, il avait lui-même édicté de nouvelles règles. Après les affaires Alain Joyandet et Christian Blanc, il avait promis des sanctions aux ministres qui n'assumeraient pas personnellement les frais liés à leur vie privée. Michel Alliot-Marie, une ministre au pied d'argile qui enchaîne les faux pas. Début janvier, elle proposait à la Tunisie l'aide de la France en matière de maintien de l'ordre avant de se défendre d'avoir été mal comprise. Et pourtant, un courrier du Premier ministre dévoilé ce matin en réponse à Jean-Marc Ayrault affirme que jusqu'au 12 janvier, le gouvernement français a autorisé les livraisons de gaz lacrymogène avant de se rétracter et de bloquer l'avion au sol le 17, soit 3 petits jours après la fuite du dictateur. La question des conflits d'intérêts, qui n'est pas absente de la polémique autour des vacances de Michel Alliot-Marie, intéresse aussi le Sénat. Le code de bonne conduite promis devient réalité pour les élus. Marie Brémaud.
Le Sénat souhaite afficher une image irréprochable. Depuis 1 an et demi, un comité de déontologie réfléchit à diverses améliorations en matière de conflits d'intérêts et d'incompatibilité parlementaire. Des conclusions remises aujourd'hui au président du Sénat. Il appartient à la Commission des lois, le moment venu, de rendre publiques ses conclusions. Il y a un ordre des facteurs. Et ensuite à la séance publique de le faire. En matière de transparence totale, il va donc falloir attendre encore un peu. Si le cas de 4 ou 5 sénateurs semble soulever la question de l'incompatibilité, il n'est pas question pour le moment de dévoiler au grand public les noms ou les situations. Toutefois, certaines mesures vont s'appliquer pour contrôler l'accès du Palais du Luxembourg au lobby. Ainsi, les représentants des 102 groupes d'intérêt déclarés seront obligés de porter un badge visible permettant de les identifier. En matière de transparence, le Sénat veut ouvrir la voie, surtout à l'Assemblée nationale. Il m'a été demandé de recouper avec l'Assemblée nationale, qui n'a pas la même procédure que nous, pour voir si l'analyse que nous faisons à l'intérieur du Sénat, entre guillemets, ne serait pas contournée par l'autre Assemblée. Si les déplacements des sénateurs à l'étranger financés par les lobbies doivent être déclarés, cette obligation ne s'applique pas au Palais Bourbon. Gérard Larcher va donc tenter de convaincre Bernard Accoyer de faire jouer la transparence. Alors que Jean-François Copé affirme que le débat sur une hausse de la TVA n'est pas clos, François Baroin annonce un projet de loi pour introduire la règle d'or dans la Constitution. Un objectif clair d'équilibre budgétaire fera donc l'objet d'un texte qui suppose une refonte de la loi fondamentale. Vote du Sénat aujourd'hui créant le nouveau défenseur des droits. Les sénateurs ont tous rejeté, notons-le, l'intégration du contrôleur général des prisons dans cette nouvelle autorité au pouvoir très élargi et nommée par le chef de l'État. Mais de quel pouvoir disposera-t-elle cette nouvelle autorité? Réponse avec Flora Sauvage. Le défenseur des droits devrait se substituer à 4 autorités. La HALDE, le médiateur de la République, la défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie et de sécurité. 4 autorités qui ensemble traitent en moyenne 100 000 dossiers par an. Une charge énorme que le défenseur des droits ne pourra traiter que s'il s'entoure d'adjoints qui ont un rôle et des compétences propres. Il y aura un adjoint chargé de la défense des droits des enfants, il y aura un adjoint chargé de la déontologie, il y aura un adjoint chargé des discriminations, rôle qui était celui de la HALDE. Mais on s'est rendu compte dans le débat d'hier soir que ces adjoints n'avaient pratiquement aucun pouvoir. Ils ne peuvent pas voter lors des réunions si le défenseur des droits est là, ils ne peuvent pas prendre d'initiative. À Amnesty International, on craint que le gouvernement veuille instaurer un défenseur des droits au rabais. Et les adjoints, on voit bien comment le ministre, M. Mercier, les considère. Ce ne sont que des adjoints, rien d'autre. Ce sont de proches collaborateurs. Aujourd'hui ou hier, le ministre a ajouté qu'il n'aurait aucun pouvoir propre. Donc voilà, ils seront dans l'ombre du patron qui sera omnipotent pour l'ensemble. Pour le rapporteur du texte au Sénat, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et il faut arrêter de regarder en arrière. C'est fini, c'est terminé, on tourne la page. On a une nouvelle institution, beaucoup plus puissante que les anciennes, qui a une compétence générale, mais où les adjoints sont simplement les adjoints du défenseur des droits. Un défenseur des droits qui sera nommé par le président de la République et dont les adjoints seront nommés par le Premier ministre. Et que le Sénat a également confirmé que le patron de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, ne pourra plus être parlementaire. Actuellement, il s'agit du sénateur Alex Türk. Premier invité du 19h, Gilles Finkelstein sur la dictature de l'urgence. On va le voir, ça nous ramène en partie à la révolution dans le monde arabe. Et oui, l'urgence, c'est l'un des maux de notre époque, un culte auquel on a du mal à échapper tous dans notre vie quotidienne. On court sans cesse pour manger, vous le racontez, Gilles Winkelstein, pour s'habiller même. Mais cette urgence, ce culte a gagné également les politiques. Ça, c'est le cœur de votre ouvrage. Vous êtes directeur général de la Fondation Jean Jaurès. On évoque peut-être d'abord les vertus de l'urgence, entraînées notamment par les nouvelles technologies, Internet, la révolution numérique, etc. Eh bien, cette urgence peut-elle avoir joué un rôle dans la révolte du monde arabe en ce moment?
un rôle, je ne sais pas, en tout cas c'est un outil de cette révolte ou de cette révolution. Il y a beaucoup de vices à cette dictature de l'urgence, mais il y a au moins quelques vertus. C'est un outil de mobilisation politique et c'est aussi un outil d'accès à la connaissance. Et d'ailleurs c'est un enjeu stratégique, on le voit bien, puisque l'accès aux communications essaye régulièrement d'être coupé par les autorités en place. Un outil de la démocratisation, de l'émancipation, c'est ce que vous racontez. Si le rythme de la vie s'est donc accéléré, est-ce que la politique peut rester à part ? Difficilement. C'est vrai que le rythme s'est accéléré partout. Il s'est accéléré dans notre vie personnelle et dans tous les aspects de notre vie personnelle. Il s'est accéléré dans notre vie professionnelle. Tous les salariés le ressentent. Et puis il s'est accéléré aussi beaucoup dans notre vie publique. C'est vrai, et je le dis ici, de la manière dont on légifère. Les lois de plus en plus ont pour origine l'urgence et de plus en plus sont adoptées selon la procédure d'urgence. C'est vrai aussi pour partie de la manière dont la justice fonctionne de manière paradoxale. On a toujours l'idée d'une justice qui est lente, mais se sont développées depuis plusieurs années les procédures de comparution immédiate et qui ont connu une explosion ces dernières années. Est-ce que votre premier grief, finalement, je le disais tout à l'heure dans les titres, hein, vous œuvrez pour Dominique Strauss-Kahn, on peut le dire comme ça pour faire court. Est-ce que votre premier grief concerne la réactivité de Nicolas Sarkozy dans ses fonctions présidentielles ? Alors, le livre n'est pas un livre ni sur Dominique Strauss-Kahn, ni sur Nicolas Sarkozy. Il a un objet beaucoup plus large. Hein. Oui. Je crois que c'est vous parlez beaucoup de 2012. Hein. Je parle un peu de 2012, mais je crois que j'essaye en tout cas d'apporter un regard sur cette grande évolution de notre société. Je crois qu'il touche beaucoup de Français et même beaucoup de gens au-delà. S'agissant de Nicolas Sarkozy, je crois que ce qui est très frappant par rapport à ce qu'était l'action de ses prédécesseurs, c'est qu'il a imposé un rythme qui est très différent. Et qu'à cette accélération du monde, il a répondu par une accélération au carré de l'action publique. C'est vrai quand on regarde ce qu'est le rythme de sa communication, très différent de celui de ses prédécesseurs. C'est vrai quand on analyse sa rhétorique, qui est une rhétorique de la mise sous tension de la société. Il impose toujours des délais extrêmement raccourcis. C'est vrai aussi de son action. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur la procédure d'urgence dans l'adoption des lois, eh ben, ça s'est beaucoup accéléré depuis 2007. Alors par contraste, on va se dire que la gauche plus que jamais est synonyme d'immobilité, mais vous défendez une certaine lenteur, celle qu'on reproche généralement à la gauche réformiste. Alors je pense que si on veut agir efficacement, je crois que le débat n'est pas entre immobilisme et action. Si on veut agir efficacement, il faut inscrire cette action-là dans la durée, qu'on est dans des sociétés complexes qui ne se gouvernent pas d'un coup de baguette magique ou d'un coup de menton. Et donc je crois qu'il faut réinscrire l'action politique dans des perspectives plus longues, qu'il faut redonner de l'espace pour de la négociation sociale, pour de la délibération collective. Ça, je crois que c'est absolument nécessaire. Donc pour vous, le temps, la notion de temps sera bien l'un des débats de 2012, un élément de choix pour les électeurs aussi ? Alors, évidemment, le débat central en 2012, je crois que ce seront les questions économiques et sociales compte tenu de ce qu'est la situation de la France. Mais dans ce cadre-là, la question du temps, je crois, est un enjeu très important. En tous les cas, il y en a un qui semble échapper pour l'instant à la dictature de l'urgence. Gilles Finkelstein, c'est Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'il pourra poursuivre sa course de lenteur là, à Washington, hein, loin de l'enjeu des primaires ? Écoutez, le Parti socialiste a fixé un calendrier. Les primaires se dérouleront au mois d'octobre prochain. Je ne sais pas ce que sera le choix de Dominique Strauss-Kahn, mais il s'inscrivera dans ce calendrier-là. Vous ne connaissez pas son choix, vous connaissez votre vœu personnel. Vous lui avez exprimé, vous avez des contacts réguliers avec lui. Non, j'ai l'impression que même le nom de DSK est tabou. Vous ne voulez pas en parler ? Pas du tout. Pas du tout. Mais Dominique Strauss-Kahn et nous sommes amis. Je ne suis pas ni son porte-parole. Mais vous travaillez pour lui. Ça veut dire conseiller. quoi, travailler pour lui à Paris aujourd'hui ? Préparer le terrain ? Aujourd'hui, je ne travaille pas pour lui. J'ai des relations exclusivement amicales, très proches. Oui. Je vous crois pas. Mais c'est tout. Écoutez, je le regrette. Et les lecteurs du Monde ce soir ne vous croiront pas, puisqu'il y a un grand papier consacré à l'éventuelle rentrée politique de Dominique Strauss-Kahn en France, et vous êtes cité comme l'un de ceux qui agissent à Paris justement pour préparer son retour. Il ne faut pas céder à la dictature de l'urgence.
chaque chose en son temps. Allez, on change de sujet. En tous les cas, vous expliquez dans ce livre que l'urgence découle aussi du libéralisme. Je me souviens, vous aviez écrit en 2009 Le Monde d'après avec Mathieu Pigasse. Suite votre analyse de la crise, le turbo-capitalisme, semble-t-il, est renforcé. On le voit sur les marchés. Vous avez regardé cela avec des transactions qui sont maintenant effectuées dans des fractions de secondes. On ne rattrapera jamais le libéralisme. Alors le libéralisme est une des causes, vous avez cité les nouvelles technologies tout à l'heure, l'autre grande cause c'est le libéralisme, c'est-à-dire l'extension du marché, la libéralisation, la mondialisation, et qui évidemment contribue aussi à cette dictature de l'urgence. Merci Gilles Finkelstein. Donc la dictature de l'urgence aux éditions Fayard. Allez, tout autre sujet maintenant, la grogne qui gagne les forces de sécurité après les CRS, les gardes mobiles, les policiers, à chaque fois le rejet de projets de fermeture, le récent recul de Brice-Hortefeux favorise-t-il la contestation? Paul Bouffard. Brice-Hortefeux renonce devant la matraque. Lundi, le ministre de l'Intérieur annule la suppression de 2 compagnies républicaines de sécurité à Lyon et à Marseille. Mais la grogne des forces de l'ordre n'est pas calmée. Victorieux avec les CRS, les principaux syndicats de police s'engagent à maintenir la pression contre la fermeture envisagée de commissariats, notamment à Lyon, Lille, Marseille ou Bordeaux. Alliance et Synergie prévoient une série d'actions cette semaine pour empêcher la perte du commissariat de Libourne. Le projet de police d'agglomération par le ministère de l'Intérieur pourrait réduire des effectifs ou supprimer certains commissariats. Face à cette victoire pour les CRS, l'inquiétude monte aussi à la gendarmerie. Sous statut de militaire, dépourvu de syndicats, les 100 000 gendarmes français constatent que depuis le 1er septembre 2010, 8 escadrons mobiles ont été supprimés et que 7 autres seront rayés de la carte d'ici 2011. Hier, c'est leurs épouses qui descendaient dans la rue. Une quarantaine de femmes de gendarmes manifestaient à Rennes devant la caserne. Les associations d'anciens gendarmes se disent amères devant l'inégalité de traitement entre la police et la gendarmerie. Allez, nos invités, Jean-Pierre Virolet de l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie. Et oui, ce sont les retraités qui parlent pour les actifs dans la gendarmerie. Yannick Dagnaud, délégué national de la SGP Police FO. Vous aussi, vous multipliez les actions, donc des grèves du zèle, ça et là. Des cartes postales également que vous demandez de renvoyer, j'imagine. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui puisque... Pour les CRS. Oui, pour les CRS. Cependant, nous avons nos inquiétudes perdurent. Très bien. Et Christian Cambon qui est avec nous, qui va tenter de répondre, sénateur UMP du Val-de-Marne. Alors, côté police, en fait, quelles sont vos inquiétudes aujourd'hui Nos inquiétudes, on s'en est déjà exprimé, y compris sur ce plateau. C'est l'application de la révision générale des politiques publiques en termes d'effectifs en matière de sécurité. Et justement, cette incohérence entre la communication du gouvernement et la réalité que nous vivons, nous, policiers, mais également nos camarades gendarmes. Et c'est une réelle inquiétude parce que si nous continuons comme ça, demain, des milices armées, comme nous les avons écrit il y a quelques jours de cela, dans la rue, au travers d'une réserve citoyenne. Nous avons déjà nos camarades retraités qui arrivent à œuvrer encore dans la police nationale pour combler justement cette absence de recrutement. Ces 12 000 emplois que nous perdrons entre 2007 et 2012, et c'est une réalité, et c'est un cri d'alarme qu'aujourd'hui les citoyens doivent comprendre, parce que demain, la sécurité sera aux mains des polices municipales et des sociétés privées de surveillance. Avec les risques. Alors, M. Cambon, comment est-ce que vous réagissez? Parce qu'effectivement, le gouvernement dit mettre le paquet sur la sécurité, c'est un leitmotiv. Et puis, c'est aussi le discours de la gauche. Alors, il y a de moins en moins d'effectifs policiers. Bon, écoutez, tout d'abord, moi je souhaite rendre hommage à ces forces de police, qu'il s'agisse de la police nationale et des gendarmes qui font un travail de plus en plus difficile. Vous savez, moi je suis maire de banlieue à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne et je vois dans ce département combien leurs efforts sont nécessaires. Ce que je peux dire, d'une part, c'est que depuis 2007, il y a quand même plus d'effectifs de police et de gendarmerie qu'il y en avait précédemment, et puisqu'on est, je crois, à 245 000 effectifs. Ceci posé, il n'est pas contestable que dans les difficultés budgétaires que nous traversons, il est normal que chaque ministre se pose la question de savoir comment mieux remplir les missions qui nous sont fixées. Ce qui se passe, c'est que les missions ont changé. Les missions de maintien de l'ordre sont un peu moins à l'ordre du jour, alors que les missions de sécurité publique sont une priorité. Et nous le vivons au quotidien. Et il n'est pas anormal que le ministre et ses collaborateurs aient cherché à voir comment utiliser au mieux ces effectifs. En mettant par exemple à profit la gendarmerie, Jean-Pierre Virolet, vous estimez que vos missions ne doivent pas changer? Nous gardons nos missions. Oui. Elles ne doivent pas changer. Mais le problème, et je rejoins un petit peu notre camarade du syndicat, de la police, à savoir que si l'on continue à supprimer des effectifs, et les escadrons en particulier, puisque nous sommes sur la sellette avec 2 escadrons actuellement, Rennes et Narbonne, qui risquent de passer à la trappe, et 6 autres escadrons qui vont passer certainement cette année,
il y a également nos brigades territoriales. Et là, ça devient grave, parce que nous couvrons, nous, la gendarmerie, 95% du territoire. Et vous savez très bien comme moi que lorsque l'on laisse un jardin inculte, la mauvaise herbe y vient. Oui. Si on n'arrive plus à couvrir ces 95% du territoire, ça deviendra grave pour la sécurité de nos concitoyens. On a donc vu Brice Hortefeux céder assez vite au CRS. Il a rétabli les 2 garnisons menacées à Lyon et à Marseille. CRS, oui. Il est peut-être allé trop vite, là, monsieur le sénateur? Parce que là, il encourage les revendications. Non, je crois qu'il y a eu un dialogue. Je crois que les responsables ont été reçus successivement par le directeur général de la police nationale et par le ministre. Bon, 245 sur un effectif de 12 000, je pense qu'on peut envisager des redéploiements, encore une fois, pour des missions dont nous, les élus et la population, attendent véritablement qu'ils soient mises en œuvre. Vous savez, la délinquance a complètement changé. La progression de la drogue, 60 000 tonnes de drogue ont été saisies. On n'avait pas ça il y a 10 ans, on n'avait pas ça il y a 15 ans. Il faut s'adapter à ces nouvelles missions. La police le fait de manière extraordinaire. Il y a moins de missions de maintien de l'ordre, tant mieux, tant mieux. Mais il y a plus de demandes de sécurité publique. Encore une fois, on l'a vu à Lyon, lorsqu'il y a eu des manifestations autour des retraites. On a vu aussi venir des voyous qui se sont incrustés et qui ont fait beaucoup de casse. Bon, il est tout à fait normal que cette mission de sécurité publique soit peut-être mieux rendue. Et encore une fois, je pense qu'elle est bien rendue. Maintenant, les redéploiements, ça fait partie de toutes les politiques dans un contexte budgétaire un peu Monsieur tendu. Dagneau, vous entendez ce discours? Non, mais j'entends tout à fait le discours. Quand vous dites, monsieur le sénateur, qu'effectivement, il y a moins de mouvements sociaux en matière de maintien de l'ordre. Mais le maintien de l'ordre, il existe toujours. Mes camarades